Hello there. Petite Padawan et petit Jedi sans oublier les grands Sith, comment allez-vous? D'après Jon Favreau, Grogu serait resté 2 ans avec Luke, donc il doit être incroyablement fort. L'avenir nous le dira. Bref, revenons sur le premier épisode de la saison 3 de The Mandalorian avec toutes les explications sur la planète Mandalore et sur le Mandalore de celle-ci, et c'est dès maintenant et juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! La saison 3 de The Mandalorian a lancé Din Djarin dans une quête vers la planète Mandalore et a révélé que la surface est considérée comme complètement inhabitable. L'histoire de Mandalore est une histoire de conflit et de division avec les tribus guerrières finalement unies par Tarre Vizsla, le premier Mandalorien Jedi, porteur de la légendaire lame du leadership connue sous le nom de Darksaber, et je vous en parle plus loin. Tragiquement, les Mandaloriens ont particulièrement souffert pendant le règne de l'Empire, l'Empire les chassant finalement de leur monde natal. L'histoire des Mandaloriens s'est toujours inspirée de l'histoire juive, l'idée d'un peuple dispersé comme des graines dans le vent, leur patrie leur étant enlevée de force. Vu à travers cette forme, la saison 3 est le début d'une quête pour reconquérir sa patrie. Din Djarin doit se rendre à Mandalore en quête de rédemption. Là, il est probable qu'il acceptera le manteau de leadership dans lequel il est tombé involontairement lorsqu'il a pris le sabre noir du seigneur de guerre impérial Moff Gideon. Mais cette quête sera dangereuse, l'armurier et Bo-Katan Kryze pensent que la surface de Mandalore a été rendue inhospitalière et inhabitable. Mandalore a toujours été un monde dur et impitoyable, et ses habitants ont survécu en construisant leur ville dans des biodomes dans les déserts mandaloriens. Les Mandaloriens n'ont prospéré que grâce aux propriétés uniques du Beskar, un métal solide qui pouvait être forgé en armure résistante. Ce n'est pas un hasard si des villes mandaloriennes ont été construites au sommet de mines de Beskar, la plus notable étant la capitale mandalorienne de Sundari. Les guerres entre les clans mandaloriens avaient déjà nivelé de vastes étendues de la surface de Mandalore, mais les choses ont été bien pires lorsque l'Empire a attaqué lors de la Grande Purge de Mandalore. L'épisode 1 a révélé que la surface de la planète avait été corrompue par un bombardement orbital impérial. Cette idée rappelle l'ancien univers étendu de Star Wars, maintenant surnommé Legends, où les bombardements orbitaux les plus sévères de l'Empire étaient censés rendre inhabitable une planète. Et dans Legends, ce processus était la pire atrocité de l'Empire. La plupart des attaques sont relativement chirurgicales, concentrées sur un emplacement cible. Mais ce processus est complètement aveugle. Les Star Destroyers planaient au-dessus de la surface d'une planète, bombardant chaque pouce jusqu'à qu'il ne reste plus rien. La purge mandalorienne était pire que ce que les téléspectateurs avaient jamais cru parce que l'Empire, sachant à quel point leur monde natal était important pour les Mandaloriens, cherchait à le rendre absolument inutilisable. Un bombardement incessant incinérait toute trace de vie, chaque animal ou légume. La surface allait fusionner en une forme cristalline jusqu'à ce qu'il soit impossible que quoi que ce soit y pousse à nouveau. Curieusement, des images de la bande-annonce de la saison 3 suggèrent que les tactiques de l'Empire n'ont pas du tout réussi sur Mandalore, probablement en raison des propriétés uniques du Beskar. Un plan montre Din Djarin et Grogu volant vers ce qui est clairement la capitale de Sundari, qui est en ruine. L'arme utilisée devrait tellement niveler une ville qu'il n'en reste aucune trace, et pourtant certaines des structures survivent. Cela suggère que Mandalore était en fait un environnement suffisamment dur et impitoyable pour survivre partiellement à l'attaque de l'Empire. Le Beskar est assez fort pour arrêter les sabres laser. Il est donc logique qu'il soit également capable de résister à un bombardement orbital impérial. Dans l'épisode 1, Din Djarin révèle qu'il a trouvé un fragment de cristal suggérant que Mandalore n'est pas irrécupérable. Du cristal de Mandalore fusionné à une inscription quelconque. Rien n'aurait dû survivre à la vitrification de Mandalore par l'Empire, ce qui signifie que l'existence même de cette inscription suggère que l'Empire n'a pas réussi à détruire la planète. Din Djarin pense donc qu'il est possible de se rendre à Mandalore et peut-être même d'entrer dans les mines de Mandalore en quête de rédemption après avoir retiré son casque. Il doit se baigner dans les eaux vives de Mandalore pour acquérir celle-ci. On sait peu de choses sur les eaux vives de Mandalore, bien qu'il y ait eu des spéculations sur le fait
qu'elle pourrait être liée à une sorte de vergence de la force mandalorienne. Le terme eau vive est tiré de l'Ancien Testament, parlant de l'Esprit de Dieu transformant un désert aride en un nouveau paradis. Et comme indiqué, Star Wars s'est toujours inspiré de l'histoire et des traditions juives pour façonner les Mandaloriens. Étant donné que c'est le cas, l'inclusion de ce terme laisse entendre que la saison 3 sera bien plus importante que la rédemption personnelle de Din Djarin. Il s'agira plutôt de la rédemption de toute la planète de Mandalore. L'épisode 1 a prouvé aussi que le sabre noir a le potentiel d'être l'épée la plus puissante de la galaxie, mais aussi elle est très importante. Des siècles avant la sortie du premier film Star Wars, un Mandalorien légendaire du nom de Tarre Vizsla a fabriqué le sabre noir lorsqu'il a été intronisé dans l'ordre Jedi. Après sa mort, des membres de sa maison ont fait une descente dans le temple Jedi et ont récupéré le sabre noir pour eux-mêmes. Depuis lors, il a été transmis, il a été plutôt gagné au combat entre les différentes maisons de Mandalore comme symbole de puissance et de force. L'emblématique sabre noir a été introduit pour la première fois dans Star Wars The Clone Wars saison 2 où il a été utilisé par Pre Vizsla, un descendant de l'artisan de l'arme. Le sabre noir, ainsi que son histoire avec le clan Vizsla, a permis à Pre de diriger avec succès un groupe de guerriers mandaloriens pendant The Clone Wars, connu sous le nom de Death Watch. Ce même Death Watch sauvera plus tard un jeune Din Djarin des droïdes de combat séparatistes, inspirant Din à se jurer en tant que Mandalorien sous les enfants de la Death Watch. Et bien que le Darksaber ait été perdu pendant un certain temps, les dernières paroles de Pre Vizsla continuent de sonner vraies, seul le plus fort gouvernera. À lui seul, le sabre noir n'est qu'un sabre laser unique. Mais s'il est combiné avec une histoire et une légende, il commande le respect de tous ceux qui se disent Mandalorien. Celui qui parvient à manier le sabre et à unir les maisons est connu sous le nom de Mandalore, le souverain de Mandalore. Bo-Katan n'a jamais réussi à manier le sabre noir dans Star Wars Rebels, car elle ne l'a jamais gagné au combat. Sa prétention au titre de Mandalore était aussi bonne que son histoire, et comme elle n'a pas gagné le sabre noir, elle n'était pas considérée comme la plus forte. Dans le premier épisode de la saison 3, Bo-Katan déplore le fait que tous ses soldats l'aient abandonné. Il semble que son leadership dépendait de la promesse qu'elle récupérerait le sabre noir des griffes de Moff Gideon. Mais depuis que Din est arrivé en premier, sa prétention en tant que Mandalore potentielle et inexistante. Bien qu'elle soit si proche de son objectif, elle n'a jamais été en mesure de revendiquer le sabre noir avec une histoire viable pour l'étayer. Et à cause de son échec, les différents clans mandaloriens se sont séparés pour piller et traquer ce qu'ils peuvent de la galaxie. Et du coup, après tout ça, la question qui se pose, c'est est-ce que Din Djarin deviendra le Mandalore ? Dans The Mandalorian saison 2, Din Djarin a réussi à faire accidentellement ce dont Bo-Katan avait toujours rêvé, arracher le sabre noir à Moff Gideon. Parce qu'il a à la fois le sabre et l'histoire, Din a une prétention légitime au titre de Mandalore. Cependant, il a également retiré son casque, le transformant en un paria de la seule tribu mandalorienne à laquelle il avait juré allégeance. Ainsi, bien qu'il soit capable d'unir les maisons et les clans qui ne respectent pas l'ancien credo, il ne peut pas être connu comme Mandalore par les enfants de la garde. Pour expier son péché contre le credo, Din doit se rendre à Mandalore. S'il est capable de se baigner dans les eaux des mines de Mandalore, il retrouvera son statut de Mandalorien au sein de la tribu. Et s'il parvient à conserver le sabre noir jusque-là, il sera parfaitement prêt à unir les clans et à devenir le prochain Mandalore. S'il le fait, il dirigera l'un des groupes les plus puissants de la galaxie pendant la saison 3, et pourquoi pas pour beaucoup plus tard. Voilà, j'espère vous avoir renseigné un maximum sur ces deux points qui vont être très importants dans la saison 3. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.